Alors la dimension de féminité-masculinité, à quoi elle fait référence? Elle fait référence à la valorisation que donnent des membres d'une société aux caractéristiques dites féminines et masculines et au degré de différenciation des rôles de l'homme et de la femme. Alors on va distinguer deux pôles, la féminité et la masculinité, et les sociétés, les cultures vont se situer sur ce continuum. La féminité caractérise des sociétés qui valorisent ou qui priorisent les caractéristiques dites féminines, donc l'écoute, l'empathie, la coopération, le bien-être physique. Et aussi les sociétés où il n'y a pas de grande différence entre les rôles de la femme et de l'homme ou que les rôles sont interchangeables. La masculinité caractérise des sociétés qui priorisent les caractéristiques dites masculines. Le fait d'être fort, d'être courageux, d'être ambitieux, d'avoir du succès matériel et aussi là où les rôles sont clairement différenciés. Donc la femme fait quelque chose complètement différent à ce que fait l'homme. Comment est-ce que ça se manifeste dans la famille? Dans la féminité, on va voir que les parents, la mère et le père peuvent être sur le marché du travail, les deux, ou aussi les deux s'occuper de ce qu'il y a en rapport avec la maison. On va voir aussi que les parents vont encourager le développement de caractéristiques dites féminines, donc l'écoute, l'empathie, l'entraide. Et d'ailleurs, on va aussi permettre aux enfants d'exprimer leurs émotions. Donc autant les filles comme les garçons ont droit de pleurer. Tandis que dans la masculinité, eh bien, les parents ont des rôles clairement différenciés. Généralement, le père, c'est le pourvoyeur, il s'occupe de tout ce qui est extérieur à la maison, et la mère est celle qui gère et s'occupe de tout ce qui est à l'intérieur de la maison. Donc, l'éducation des enfants, les tâches ménagères, bon, tout ce qui a rapport avec la famille. Aussi, ce qu'on va voir, c'est que dans la masculinité, donc, on valorise et on priorise des caractéristiques dites masculines. Donc, on encourage les enfants à développer ces caractéristiques. Donc, d'être fort, d'être ambitieux, d'avoir du succès matériel. Mais aussi, ce qu'on va voir, c'est que dans l'expression des émotions, ça va être un petit peu différent, dans le sens que la fille va pouvoir pleurer, mais pas le garçon. Et le garçon va pouvoir se battre, mais pas la fille. Comment la féminité et la masculinité se manifestent dans le système d'éducation? Alors, dans la féminité, le système d'éducation se préoccupe surtout de l'adaptation sociale et académique. C'est pour ça que l'échec scolaire est vu en quelque sorte comme un incident mineur. D'ailleurs, on va apprécier l'enseignant et le professeur par leur gentillesse et leur accessibilité. Et aussi, on va privilégier dans la classe, on va privilégier le travail d'équipe parce qu'on veut justement que l'étudiant et l'élève puissent développer ces habiletés d'empathie, d'écoute, de collaboration. Tandis que dans la masculinité, le système d'éducation vise l'excellence. Alors, on doit tout faire son possible pour être le ou la meilleure. D'ailleurs, l'échec scolaire est très mal perçu et très mal vécu. Et les professeurs et les enseignants sont appréciés par la quantité de savoir qu'ils détiennent et par leur réputation. Aussi, ce qu'on va privilégier dans la classe, c'est le travail individuel pour que la personne puisse donner son maximum. C'est vraiment une compétition de qui va être le meilleur. Comment la masculinité et la féminité se manifestent dans le milieu de travail? Alors, dans la féminité, ce que l'on va voir, c'est que la gestion se fait avec le dialogue pour arriver à des consensus. Et la résolution de conflits utilise la négociation et le compromis. On va aussi remarquer que autant les hommes que les femmes peuvent accéder à des postes de direction. Tandis que dans la masculinité, la gestion se fait avec fermeté et la résolution de conflits se fait par affrontement et avec la loi du plus fort. On va voir aussi que les postes de direction sont souvent priorisés aux hommes. Qu'est-ce qui se passe quand deux personnes de cultures différentes travaillent ensemble? Prenons l'exemple de Manon, qui est canadienne et qui vient d'une société qui, sur le continuum, est au milieu avec une légère tendance vers la masculinité.
et elle travaille avec Juan qui vient du Costa Rica, une société qui tend vers la féminité. Alors, si on demande à Manon qu'est-ce qu'elle pense de Juan, ça se peut que Manon nous dise qu'elle trouve Juan très gentil, qui est très à l'écoute, puis que c'est bien parce qu'elle apprécie le fait que Juan prend le temps vraiment d'écouter tout le monde, que tout le monde parle, il cherche vraiment le consensus, mais que des fois, il manque de fermeté. Si on demande à Juan justement qu'est-ce qu'il pense lui de ses collègues de travail, ça se peut qu'il nous réponde qu'il est très content, qu'il y a plusieurs points en commun, mais que parfois il trouve difficile le travail d'équipe parce qu'il a plus l'impression d'être en compétition qu'en collaboration. Alors, ce qui se passe quand deux personnes de cultures différentes travaillent ensemble, c'est que les cultures s'entrechoquent. Et si on reprend la métaphore de l'iceberg, c'est les parties en dessous de l'eau qui s'entrechoquent, créant ainsi des perceptions, mais ces perceptions sont influencées par nos cadres de référence culturels. Et parfois, ça crée des incompréhensions, ça crée des jugements et ça peut affecter ou ça peut influencer les relations de travail ainsi que l'intégration des personnes. Alors, comment faire pour maintenir des relations harmonieuses et efficaces en contexte de travail? Une première chose à faire, c'est pourquoi pas se poser la question de est-ce que ça se peut que la personne qui est en face de moi vienne avec d'autres cadres de référence et soit habituée à faire autrement? Une deuxième chose, c'est aller valider. Donc, on ne fait pas l'économie de la communication, puis on vérifie auprès de cette personne, on lui pose des questions. Une troisième chose qui pourrait être faite, c'est d'aller expliquer comment est-ce qu'on fait ici, quelles sont les façons de faire d'ici, ou alors d'aller expliquer comment est-ce qu'on faisait avant dans notre pays ou dans notre ancien milieu de travail. Parce que finalement, le truc, c'est de permettre un échange sur les différentes façons de faire. Comme ça, on peut se rendre compte que les personnes viennent avec un cadre de référence différent.